Mesdames et messieurs, bonjour pour ce dernier atelier de la responsabilité sociétale des entreprises, animé par les 20 pays d'OC IGP. Nous aborderons la question qui peut-être boucle cette réflexion sur la RSE, la question de sa communication, et notamment de son partage également, communiquer et partager. Et dans ce cadre, nous accueillons aujourd'hui comme témoignage venu d'Aquitaine, Brice Amourou, secrétaire général du Château La Restreinte-Audon, qui, je le disais récemment, est le premier vignoble en France qualifié à l'exemplarité en matière de responsabilité sociétale. Il nous en parlera, je pense, beaucoup mieux que moi. Et j'aurai aussi la chance de commencer avant lui, donc, ou la malchance peut-être de commencer avant lui, mais on est rompu à l'exercice avec Brice pour évoquer un peu les grands enjeux de la responsabilité sociétale et surtout de sa communication. Voilà. Et je vous propose de poser des questions et de l'adresser les questions essentiellement à Brice qui a beaucoup de choses à partager justement dans son expérience d'engagement. Donc très brièvement, on a souhaité, avec Linda Filon, que je remercie d'ailleurs parce que c'est le dernier jour et je crois qu'on a une collaboration étroite sur ce programme Diony Sud. Elle a mis sa personne et de son investissement pour mettre en place ces ateliers RSE. On a souhaité intégrer à l'enjeu de communication l'enjeu de partage, parce que ça nous paraît évident qu'en matière de responsabilité sociétale, il y a une notion fondamentale qui est celle du partage, puisque j'ai tendance à le dire, et c'est peut-être souvent ce que je fais comme conclusion, mais je le dis non pas en conclusion, mais en introduction. Difficile d'être responsable quand son voisin ne l'est pas, et difficile d'être responsable si on n'accompagne pas son voisin à la responsabilité. Donc il y a une notion fondamentale de partage que j'évoquerai un petit peu. Et je organiserai mon exposé, ça défile tout seul ceci, organiserai mon exposé en 3 thèmes si vous voulez, de la communication de l'engagement au niveau d'entreprise, au niveau de sa distribution et au niveau de ses consommateurs pour arriver peut-être quelques recommandations modestes sur les questions de communication. Alors j'ai eu la chance, et ça c'est le fruit de Linda Filon et de ses dessinateurs, de pouvoir exploiter ces dessins là à chaud que vous avez peut-être trouvé dans le journal ces 3 jours. Qui vont au fur et à mesure vous montrer quel est le démarrage et peut-être l'arrivée d'un engagement RSE. Mais voilà, en voilà un premier sympathique. Et c'est au démarrage, on n'est pas tous, ou les vignerons ne sont pas tous peut-être dans cette situation, mais en tout cas certains se reconnaîtront et la RSE pourra peut-être en partie les aider à évoluer vers plus de positif. Donc sur la question de l'engagement, je crois qu'aujourd'hui on va avoir une entrée pragmatique. On ne peut pas faire de la RSE ou très peu si on n'a pas réfléchi à sa communication, sachant que la communication est un domaine large, puisque si je reprends la position de Václav Havlík de l'école de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer. Quelle que soit la posture, même si elle est silencieuse, on a un message qui est transmis. Et donc la question est bien sûr de savoir ce qu'on doit dire, ce qu'on va communiquer, quels sont les outils qu'on va utiliser, la posture à engager, et surtout également de réfléchir à ce qu'on ne doit pas dire, et des choses sont concrètement proposées, notamment dans le cadre de la RSE ou de la norme ISO 26000 qui est assez, je dirais, emblématique de ce que peut être la responsabilité sociétale au niveau de la filière vin, mais aussi au niveau international. On a des recommandations sur la communication, et puis on a des communications beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus opérationnelles pour l'entreprise. Quoi qu'il en soit, les outils, il y a un peu un mouvement de standards sociaux qui s'installe dans ces questions on parle dans le milieu académique un peu d'isomorphisme qui consiste à faire en sorte que les entreprises adoptent tous les mêmes outils pour parler de la même chose. Et en termes de RSE, il y a des outils qui paraissent évidents. Le premier outil, il est déjà pour certaines entreprises réglementaires, peu dans le domaine du vin, mais on l'avait ce matin notamment une expérience, celle de la société Diem Bouchage, qui sont à des obligations réglementaires et qui doivent communiquer un rapport de développement durable sur le marché, sur les parties prenantes. Donc le rapport de développement durable est un premier outil, mais qui, semble-t-il, est reconnu pour certains aujourd'hui comme, je dirais, pas forcément le plus abouti pour faire passer un certain nombre de messages. Quoi qu'il en soit, il a pris des formes assez standards et aujourd'hui, il résume assez bien les engagements des entreprises si on entre sur la question des indicateurs de performance sociétale et environnementale. Il y a un certain nombre d'outils classiques de la communication, les plaquettes, les témoignages. On a aussi des contenus assez récurrents, le témoignage de parties prenantes, le témoignage de l'entreprise, un certain nombre d'engagements spécifiques. Souvent, la communication, elle rentre sur une entrée, il y a des entrées très spécifiques, la biodiversité, l'éco-conception des emballages,
bien sûr les pratiques culturelles, quelquefois tout simplement les aspects sociaux. Alors parce que les structures sont par essence dans ces thématiques, je pense à des ESAT qui emploient des personnes en insertion ou au handicap et qui cultivent la vigne, mais aussi parce qu'il y a des structures qui mettent en avant leur démarche et avec des choses quelquefois surprenantes comme par exemple la communication, ce qu'on appelle entre guillemets fair trade, c'est-à-dire socialement responsable, avec des labels qu'on pense plus venus du sud de l'hémisphère et qui aujourd'hui sont utilisés par des caves coopératives, notamment dans la région Languedoc-Roussillon. Il y a bien sûr un certain nombre de communications qui portent sur les outils d'évaluation des entreprises. On a aujourd'hui des organismes de certification qui viennent évaluer les entreprises, comme l'a été à plusieurs reprises la Rostreintodon, et qui mettent à disposition derrière des outils de communication pour transmettre de façon synthétique, je dirais, les résultats de ces évaluations. Donc on a un certain nombre d'outils, et puis on a Internet, bien évidemment, où toutes les nouvelles technologies qui sont quelquefois les bienvenues parce que pensées comme étant les outils les plus responsables parce qu'ils ne génèrent pas du papier, par exemple. Mais bien sûr, la réflexion doit être un peu plus poussée. Donc voilà quelques illustrations, j'en ai pris vraiment quelques-unes. Une première illustration, c'est l'attestation, et je l'ai volontairement prise hors de la filière vin, mais dans le domaine végétal, du monde des paysagistes, l'attestation d'engagement en matière de responsabilité sociétale, qui peut être mise sur Internet ou publiée ou associée à des appels d'offres, par exemple. Et puis, des choses plus, je dirais, institutionnelles, comme le programme de développement durable ou RSE du groupe Pernod Ricard. Et si j'ai pris celui-ci, c'est pas tant pour faire de la publicité que de reconnaître son engagement au niveau européen et national, puisqu'il est en charge d'une certaine question sur la commission RSE au niveau national. Et surtout, c'est le premier groupe au monde, et en Europe en tout cas, qui a initié, je ne sais pas si on peut appeler ça une norme, mais en tout cas un protocole de validation et de crédibilisation des informations sociétales qui sont communiquées au marché. Voilà. Donc il est dans ces mouvements de considérer un peu, de façon un peu robuste, ce qui doit être communiqué en matière de RSE. Donc voilà le programme RSE, en tout cas une partie de son programme résumé rapidement. Et celui-ci également, désolé pour l'exemple, il n'est pas neutre. Je l'ai pris parce qu'il faut rappeler que c'est à la présidence, sous la présidence des vins de Pays-d'Oc, mais du groupe Castel, tenu par le groupe Castel au niveau des vins de Pays-d'Oc, a été impulsé l'accord national sur l'ISO 26000, sur la filière vin. Et donc Castel, bien sûr, communique en matière de responsabilité sociétale avec une entrée qui est plus environnementale, hein, la FAC 14001. Donc la norme 14001, mais voilà, on a un certain nombre de choses qui éditent aujourd'hui, c'est le RSE, et ça va un petit peu dans tous les sens, certains diront, mais l'important c'est que effectivement le domaine commence à être exploré, et il va falloir bien sûr structurer tout ça. Alors la structuration, elle est nécessaire notamment pour le marché, les distributeurs. C'est un centrage volontaire, mais j'aurais pu parler beaucoup plus des parties prenantes en général. On y reviendra dans le débat, et je pense que Brice Amourou en parlera mieux que moi sur cette partie prenante. Sur les distributeurs, quelles que soient les formes de distribution, spécialistes en vente par correspondance, grande distribution alimentaire, la distribution hors restauration, comme on le disait ce matin, il y a des distributions qui peuvent être réfléchies en fonction de leur format physique, en termes de surface de mètres carrés, en termes de ce qui est proposé au sein des murs de la distribution, et puis d'autres qui peuvent être pensés différemment en fonction de l'instant de consommation, par exemple. Je pense à tout ce qui est distribution nomade, qui va capter un instant donné du consommateur. Quoi qu'il en soit, il faut réfléchir à la façon de communiquer la responsabilité sociétale. Alors la difficulté peut-être, je crois, de tout autre objet, la RSE, c'est en même temps qu'elle impose une réflexion sur la façon de communiquer, elle impose une réflexion sur les outils de communication, bien évidemment, parce qu'eux-mêmes ne sont pas neutres. Et preuve en est, on a eu en France, l'un des premiers secteurs, c'est celui de la communication qui a souhaité s'accorder, si on peut dire comme ça, sur une lecture de la norme ISO 26000 et se donner des lignes directrices de leur propre responsabilité sociétale. Donc c'est bien que la communication est aussi génératrice d'impacts environnementaux et sociaux, et ils ont conscience qu'ils ont des progrès à faire. Donc il y a ces deux enjeux qui sont toujours, je dirais, tenus ensemble, le fait de savoir ce qu'on doit communiquer et de savoir comment le faire et avec quels outils surtout. Voilà notre vigneron qui commence à progresser en matière de RSE, qui commence à prendre satisfaction. Vous aurez remarqué quelques meilleurs rendements, les comptes bancaires qui évoluent de façon positive. Je ne sais pas s'il y a un casque anti-bruit qui se promène sur les oreilles du tractoriste et un voisin qui finalement commence à apprécier que les traitements soient un peu moindres, voire différents. Et du solaire et plein de choses, et un retour des abeilles peut-être.
Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Brice pour dire que le miel de la restreinte d'eau est excellent. Mais on m'a expliqué que les vignes n'étaient pas complètement millifères, donc il faudra m'expliquer tout ça. Une autre forme de communication, les distributeurs. Et les distributeurs aujourd'hui communiquent eux-mêmes en termes de responsabilité sociétale, donc s'engagent eux-mêmes. J'ai pris un exemple. Alors on peut tout à fait critiquer bien sûr les engagements, mais on peut rester ouvert. Quoi qu'il en soit, ils rentrent dans ce jeu de montrer leurs engagements en matière de responsabilité sociétale. Et ici, par exemple, comme exemple, on a le programme de métro, mais on a d'autres distributeurs. On a des cavistes qui aujourd'hui sollicitent les interprofessions sur cette question. On a des sociétés comme la Société des alcools du Québec qui ont été bien sûr assez pionnières en la matière. Donc plusieurs entreprises de la distribution, bien sûr, qui s'engagent elles-mêmes et bien évidemment qui souhaitent que les engagements en amont se fassent ou qui souhaitent pouvoir répondre aux engagements qui se font en amont de façon quelquefois marginale, bien évidemment. Qu'on ne se trompe pas, les négociations avec la distribution de la maison marché, ce n'est pas non plus le seul acte que celui de la responsabilité sociétale d'entreprise. Ce n'est pas le déterminant de la négociation, mais néanmoins, ça rentre de plus en plus dans les échanges de négociations pour la mise en marché des produits. Et on pourra en reparler, si vous voulez, dans le débat. Autre exemple, l'engagement de la restauration hors domicile. Donc voilà un groupe qui s'appelle C10, qui manifeste assez bien en termes de communication par un document les différents engagements. Parce que distribuer un produit vin sur le marché à travers la restauration à domicile, ça génère un certain nombre d'impacts. Alors le poids du verre, c'est bien sûr un des angles prioritaires, mais ça peut être les nuisances sonores de restaurateurs en fin de soirée dans une zone urbaine. Ça peut être des enjeux de transport, bien sûr, pour livrer bien sûr des dizaines de milliers de points de vente, de points de distribution. Et donc toutes ces questions, bien sûr, sont prises en charge. Et le produit vin du viticulteur, de l'entreprise vin, bien sûr, doit véhiculer, doit montrer dans quelle mesure il contribue aussi à l'engagement, je dirais, jusqu'au consommateur final. Donc on a une communication qui porte aujourd'hui chez les distributeurs et il faut peut-être trouver un lien entre celle-ci et celle du vigneron. Voilà. Enfin, la communication sur les consommateurs. Et là, on retourne beaucoup plus au centre des études qui ont été menées dans le cadre du programme Vin Pays Doc, VIP. Donc voilà notre vigneron qui est à une phase de quasi-aboutissement. On a vu apparaître l'élu local qui vient féliciter ses engagements. On voit qu'effectivement, avec modération, le produit est partagé avec le voisin. Donc il est moins le lieu de la critique. On voit que les abeilles sont bien revenues sur le domaine. On voit beaucoup de choses et on voit qu'effectivement, il est prêt à l'accueil étranger. Voilà une façon assez simple de résumer le programme en matière de RSE. Et du point de vue du consommateur, je reviens sur les études que vous connaissez, mais je remarque le coup et à chaque intervention, on rajoute un petit peu plus de labels. Des sourires apparaîtront peut-être sur les visages. Donc voilà ce qu'on évoque sur les produits aujourd'hui. Vous reconnaîtrez ici aussi une marque d'un de nos témoins. Et on a des angles complètement différents, les pratiques culturelles, des choses très officielles, institutionnelles, des choses plus collectives, privées, des choses individuelles et privées. On a des langages complètement différents, qu'on parle de verre allégé, de préservation de l'environnement, d'agriculture spécifique, qu'elle soit biologique, agriconfiance, terra vitis, biodynamique, et éventuellement des accords avec des grandes ONG pour promouvoir la RSE ou des angles de la RSE à travers le produit. Et on retrouve ceci au niveau international avec des entrées récentes sur certains marchés, le marché allemand par exemple avec Fair Choice sur les bouteilles désormais pour certains vignerons, avec des certifications collectives massives en Afrique du Sud, en Californie, et avec des programmes beaucoup plus récents dans les années 2011-2012. Et je pense notamment à des programmes, le programme italien Viva, qui, au-delà d'une communication simple par rapport à un message simple, qui peut parfois interpeller sur sa sémantique, type Feel Green, sentez-vous vert au niveau du Chili. Lui, le programme italien a pris une vision plus institutionnelle, comme on a pu le voir d'ailleurs en test chez la Rostreintodon, où on communique les enjeux de la biodiversité, de la consommation de l'eau, de l'énergie, etc. Donc on pourra revenir sur cette question. D'ailleurs, j'y reviens avec la Rostreintodon, où il y a eu quelques expériences, effectivement, de parler des RSE, mais avec des entrées spécifiques, la question de la consommation d'eau, de l'émission de carbone. Et ça peut interpeller un consommateur, en tout cas,
d'une façon ou d'une autre, et on peut en discuter de ça. Donc l'affichage environnemental, c'est aussi un élément de la communication responsable. Donc voilà quelques entrées, quelques exemples que je voulais évoquer. Quelquefois, le produit lui-même incarne la responsabilité sociétale, ou il souhaite incarner la responsabilité sociétale. Alors, il y a un ton d'humour dans ce que je vais présenter. Les bouteilles ici, on ne les perçoit pas, mais sont toutes en PET, hein, donc un plastique spécifique pour le vin notamment. Et le ton de l'humour, c'est au moins celle de droite qui vante les qualités du plastique pour la distribution du produit vin. Donc il y a une côté très osé là en Nouvelle-Zélande sur ce produit-là. Et il y a des communications plus directes, Greener Planet ou Terre Nature. Alors il faut savoir qu'en matière de communication, si on parle du produit, on a quand même des réglementations ou des orientations. Je pense à celle du Conseil national de la communication qui ne nous autorise pas forcément ce qui est ici sur les diaporamas. Et l'autre chose, c'est qu'en matière d'entreprise, on a aussi des orientations, et je le dis aussi pour notre public. On a par exemple, au niveau de l'ISO 26000, des orientations sur la façon de communiquer son engagement ISO 26000 et sur le fait d'éviter de dire des choses plutôt que d'autres. Notamment, il y a des formulations à prendre pour éviter qu'on tombe dans des travers qui confondent évaluation et certification, qui confondent ligne directrice et certification, etc. Donc on a pas mal de guides, et peut-être, alors encore une petite diapositive sur les autres formes de communication qui portent notamment, qui sont véhiculées par les matières sèches. Hein. Donc vous voyez ce qu'on peut retrouver sur les bouteilles. Et donc je disais, peut-être pour résumer, que un peu de publicité, et j'en suis désolé, mais oui, alors je finirai avec celle-ci. Pour la publicité, donc a été rédigé en région un guide de la communication responsable qui portait sur les industries agroalimentaires, mais aussi les coopératives agricoles et les entreprises de fruits et légumes, auxquelles j'ai contribué. Et on a déjà quelques grandes orientations qui peuvent être prises, donc je vous y renvoie pour ne pas prendre trop de temps d'exposer, pour aller voir ce qu'il y a dedans. Il est en ligne, en tout cas je crois qu'au niveau de Languedoc-Roussillon, industrie agroalimentaire, il est accessible, et vous pouvez déjà voir un peu les grandes, je dirais, les orientations qu'on peut prendre, les premiers pas, comme c'était qualifié d'ailleurs, comme c'était nommé, les premiers pas vers une communication responsable. Voilà. Je termine sur un ton d'humour. On avait la Belgique aujourd'hui. Oui, la communication responsable, elle peut être très osée. On incarne la dimension biblique du vin, on va dire, et sa durabilité. Donc ça, c'est, si je me souviens bien, c'est en Vendale, en Afrique du Sud. Je ne pense pas que sur le marché français, ça serait autorisé. À discuter en tout cas. En tout cas, là, je crois que la loi E20 ne couvre pas cette problématique, donc au moins on la contourne un petit peu. Mais vous voyez, on retourne vers du pur naturel. Donc il y a des gens qui sont très innovants dans la communication aujourd'hui pour faire passer un message, le message ici de naturel. Mais il y a quand même des choses très concrètes liées à la biodiversité qui peuvent être très efficaces sur le vignoble à discuter. Voilà. Donc je vous remercie, et je passe tout de suite la parole à Brice Amourou, parce que je crois qu'un débat pourrait être engagé avec l'expérience de la Rostratodon qui est très intéressante, notamment en plus de la RSE en matière de communication responsable.